Madame, messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Ensemble, nous allons passer 1 heure d'information. Nous allons survoler l'information politico-économico-touristique. Je suis Constieka. À tout à l'heure. Pendant 1 heure, nous allons parler de la politique du côté du Rwanda, du Gabon, du Cameroun. Nous allons évoquer certains points essentiels se rapportant un tout petit peu à la Cannes, cette grande fête qu'attendent du côté de la Côte d'Ivoire et d'ailleurs toute l'Afrique au mois de janvier. Nous allons parler du Sénégal, nous allons parler un peu de l'Angleterre, nous allons parler aussi des Émirats Arabes Unis. Dans cette émission qui vous est proposée de manière hebdomadaire, le Constieka All Week News. Mais tout d'abord, puisque l'Afrique doit former sa jeunesse, puisque l'Afrique doit apporter du sang neuf et régénérer tous ceux qui sont au pouvoir, tous ceux qui sont dans les affaires, tous qui forment aujourd'hui la matière grise de notre continent. Rien de plus normal que l'instruction, l'école, la formation. Notre partenaire, l'Université internationale de Libreville, pour ne citer que cette grande université qui ouvre ses portes à tous les Africains pour leur permettre aujourd'hui d'étudier à côté de leurs parents. Je vous retrouve juste après. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée. Et sa toute nouvelle école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Inscription ouverte pour l'année universitaire 2023-2024. Voilà, tous les parents africains savent désormais où envoyer leurs enfants pour bénéficier des mêmes études qu'en Hexagone, à savoir aux États-Unis, en Europe ou encore au Canada. Nous parlons maintenant du Congo. Le Congo qui va être rythmé par ce gros événement qui se tient du côté des États-Unis, principalement à New York. Le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, s'est envolé pour New York afin de prendre part à la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Le président de la République congolaise évoquera de nombreux sujets, allant de la justice, de nombreux sujets qui minent d'ailleurs tout le continent africain, qui est une préoccupation pour nombreux leaders de pays africains, et spécifiquement du Congo. Reportage Charlotte Abdoulaye. Le chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, est arrivé à New York ce dimanche 17 septembre 2023 via l'aéroport John Fitzgerald Kennedy. À sa descente d'avion, le chef de l'État congolais a été accueilli par l'ambassadeur du Congo aux États-Unis, son Excellence Serge Mombouli, et son Excellence Lazare Makaya, ambassadeur représentant permanent de la République du Congo auprès des Nations Unies. Son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, est à New York pour jouer sa partition à la 78e Assemblée générale des Nations Unies. La liste des questions préliminaires inscrites à l'ordre du jour pour cette Assemblée générale se résume à la promotion d'une croissance économique soutenue et d'un développement durable, conformément aux résolutions de l'Assemblée générale ainsi qu'aux décisions issues des récentes conférences des Nations Unies au maintien de la paix et de la sécurité internationale, au développement de l'Afrique, la promotion des droits humains, l'efficacité de la coordination des opérations d'assistance humanitaire, la promotion de la justice ainsi que le droit international. Le chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso et ses pairs examineront les questions du désarmement, du contrôle des drogues, de la prévention du crime, ainsi que de la lutte contre le terrorisme international sous toutes ses formes. À New York, le chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, aura des contacts en bilatéral et en multilatéral. The Assembly will now hear an address by His Excellency Denis Sassou Nguesso, the President of the Republic of Congo. I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Excellency Denis Sassou Nguesso
President of the Republic of Congo, and to invite him to address the Assembly. Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Mesdames et Messieurs, comme la plupart des orateurs qui m'ont précédé, je voudrais moi aussi exprimer ma compassion fraternelle et ma solidarité avec les peuples du Maroc et de Libye, fortement endeuillés ces jours-ci par des catastrophes naturelles aux conséquences indicibles. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le climat est aujourd'hui la plus pressante de toutes les urgences. Cette urgence touche au cœur de la vie dans toute sa diversité. Elle questionne notre existence dans toute sa complexité. La montée continue du niveau des mers qui met en péril les pays insulaires. La désertification déferlante que plus rien ne semble arrêter. La canicule suffocante qui emporte chaque fois de nombreuses personnes du troisième âge, les inondations répétitives et les coulées de boue soudaines qui occasionnent les dégâts que l'on voit. Autant de phénomènes aussi dangereux que dévastateurs qui interpellent désormais jusqu'aux plus sceptiques d'entre nous. C'est pourquoi, assumant ma responsabilité en ma qualité de président de la Commission climat du bassin du Congo, j'ai lancé, lors de la COP 27 en Égypte, l'initiative de la décennie mondiale de l'afforestation pour une biodiversité et un couvert végétal dense au service de l'humanité. Dans le même élan, mon pays, la République du Congo, s'est engagé à abriter en octobre prochain un sommet des 3 bassins des écosystèmes de biodiversité et des forêts tropicales, Congo, Amazonie, Bornéo-Mékong et Asie du Sud-Est, comme réponse collective et concertée de ces 3 poumons verts de la planète à l'insécurité climatique désormais si menaçante. Depuis la nuit des temps, nous le savons tous, la forêt fait vivre des millions et des millions d'individus. Avec un taux de déforestation des plus faibles au monde, puisqu'il n'est que de 0,06%. Mon pays joue à fond sa partition dans la préservation de l'environnement au nom de la survie de l'humanité. Aujourd'hui, nous ne pouvons que nous réjouir de l'heureux aboutissement du dossier d'inscription du parc naturel d'Ozala-Kokwa sur la liste du patrimoine mondial. Inscription faite lors de la 45e session du comité du patrimoine de l'UNESCO, tenue récemment à Riyad, en Arabie saoudite.
C'est indéniablement un acte de reconnaissance, un acte qui gratifie à leur juste mérite les efforts de mon pays dans la préservation de ce joyau naturel de près de 1,2 million d'hectares, riche en biodiversité animale et végétale, au cœur du bassin du Congo. Nous restons toujours aux États-Unis où de nombreux chefs d'État, des leaders, des chefs de gouvernement ont pris part à cette 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU. La présence du président sénégalais, son Excellence Macky Sall, qui s'est prêté au jeu du bain de foule auprès de ses compatriotes de la diaspora new-yorkaise. Le président Macky Sall a ainsi jaugé sa cote de popularité, restée intacte quand on sait que ce président a travaillé et continue de travailler pour le développement de son pays. On espère que les choses se passeront très bien à quelques mois des élections présidentielles dans ce pays, considéré aujourd'hui comme un havre de paix aussi en Afrique, voire en Afrique de l'Ouest. Le président sénégalais Macky Sall a pris part à cette 78e Assemblée générale de l'ONU à New York. Reportage Charlotte Abdoulaye. Le président de la République du Sénégal, son Excellence Macky Sall, est arrivé à New York pour participer à la 78e Assemblée générale des Nations unies. Sur place, le chef de l'État est chaleureusement accueilli par la communauté sénégalaise qui s'était mobilisée pour l'occasion. Cette visite à New York constitue un moment privilégié pour le président de la République du Sénégal de s'entretenir avec les partenaires pour renforcer les relations bilatérales avec certains pays et de discuter des enjeux internationaux et des intérêts du Sénégal sur la scène mondiale. À New York, le président Sall participera aussi à la séance spéciale consacrée à l'examen de la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Le chef de l'État sénégalais co-présidera la table ronde dédiée au dialogue des chefs d'État et de gouvernement sur la mobilisation des financements et des investissements nécessaires à la réalisation des ODD, les objectifs de développement durable. Après cette Assemblée générale de l'ONU à New York, où sont d'ailleurs présents de nombreux chefs d'État, comme je disais tantôt, des chefs de gouvernement. On parlera aussi de la présence comme ça du Premier ministre gabonais. Le Gabon qui a fait preuve premier de la classe, désormais. Dans ce changement, appelé désormais un changement volontaire, un système patriotique. C'est comme ça qu'il faut l'appeler, le changement patriotique au Gabon. Le Premier ministre, à peine nommé, a déjà pris part, et d'ailleurs aux États-Unis, en train de siéger à cette Assemblée générale de l'ONU. Nous allons quitter New York pour la Côte d'Ivoire, parler de ce pays aujourd'hui qui est un havre de paix, dans la continuité de ce qu'a toujours souhaité le premier président de cette République de Côte d'Ivoire, à savoir Félix Houphouët-Boigny. Le développement de la Côte d'Ivoire se fait avec une politique d'araignée, à savoir aucun secteur n'est épargné. La défense nationale, par le truchement des forces armées, puisque c'est de cela que nous parlerons dans un instant, dont l'école EFA est devenue depuis l'Académie des forces armées. Les forces armées de Côte d'Ivoire se modernisent et modernisent ainsi leur formation. Voilà une administration militaire qui fonctionne bien. C'est le lieu ici de féliciter en premier le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, son Excellence Téné Birahima Ouattara, pour son sens aigu du patriotisme et du bonheur pour tous mêlés à la sécurité qui, sans aucun doute, lui ont valu les 98% et plus, consolidant sa présidence régionale dans le Tchologo aux dernières élections régionales. Parlons-en de l'Académie des forces armées de Côte d'Ivoire. Reportage Raoul Sonkoué. 1er juillet 2022. Un jour, une date pour un événement historique. L'école des forces armées de Côte d'Ivoire devient l'Académie des forces armées. Le changement des drapeaux vient symboliser la nouvelle dynamique voulue et impulsée par la haute administration pour la formation des jeunes officiers, sous-officiers et cadres de l'armée ivoirienne. Désormais, avec une nouvelle approche pédagogique, un nouveau cursus de formation, le nouveau cap est opérationnel pour hisser les capacités de l'armée ivoirienne au standard international.
officiers, sous-officiers militaires du rang et personnel civil de l'Académie des Forces armées. Après 60 ans d'existence, il nous est apparu nécessaire d'adapter nos modèles et formats d'armée aux réalités actuelles. Ainsi donc, la modernisation de notre outil de formation de l'élite militaire permettra une gestion plus efficiente et une instruction efficace et optimisée, avec une autonomie plus accrue à tous les paliers de formation et une ouverture sur le monde universitaire. L'Académie des Forces armées est composée d'une école de formation des officiers, l'école de perfectionnement des officiers et une école d'état-major. C'est dire que l'Académie des Forces armées prend en charge le jeune officier dans son statut de cadet et assure son ascension jusqu'au statut d'officier d'état-major. Une nouvelle vision qui s'inscrit dans une dynamique nouvelle, car c'est désormais 30 hectares de terre qui viennent s'ajouter aux avoirs de l'Académie des Forces armées. Des espaces supplémentaires pour les camps d'entraînement et de formation pratique plus aérés, comme les camps de tir, la conduite des véhicules blindés, les combats en formation dirigés par les élites. Ce site que voici peut accueillir une compagnie organique pouvant être en autonomie initiale pendant 2 jours. Ici, nous avons un parcours de tir et un vaste réseau de manœuvres qui permet une liberté des engins, aussi bien classiques que des engins chenillés. Il permet également, grâce à ces modules, de configurer l'environnement en fonction des objectifs pédagogiques. À l'Académie des Forces armées, l'innovation sur le plan technologique n'est pas en reste. Les jeunes officiers sont formés à la maîtrise des nouveaux outils technologiques de communication et de défense, notamment l'utilisation des ordinateurs, l'entraînement avec un stimulateur de combat et bien d'autres. Il y a lieu ici de dire que la modernisation est au cœur de la nouvelle dynamique impulsée par le management de l'Académie des Forces armées. Au niveau de la simulation, nous avons des simulations de tir pour l'amélioration de la pratique du tir. Nous avons bientôt la simulation du combat réel qui sera mise en œuvre et nous avons acquis depuis cette année la simulation opérationnelle tactique qui permet de simuler l'opération avant de se déployer sur le terrain. Toutes ces dispositions prises nous permettent aujourd'hui de pouvoir mettre à disposition de l'armée ivoirienne et des pays étrangers des officiers compétents physiquement et intellectuellement, prêts à servir leurs différents pays. La 53e promotion des élèves sous-officiers entrés à la dernière année de vie de l'école des Forces armées, sortie le 20 juillet sous la direction de l'Académie des Forces armées, soit au total 145 sous-officiers, dont 8 filles et 124 nationaux. En marge des Ivoiriens, on dénombre aussi des non-nationaux, venus du Togo, du Sénégal, du Mali, de la Guinée, du Burkina Faso, du Niger, de la Centrafrique, du Gabon, de la République du Congo et du Cameroun. Tous ayant fait confiance à l'Académie des Forces armées ivoiriennes pour leur formation. Pour cette sortie officielle, les pas s'activent au travers d'un défilé militaire bien orchestré. Pour l'Académie des Forces armées, il est question de travailler dur pour construire l'excellence. Toujours en Côte d'Ivoire et parlant toujours de la brillante élection du ministre d'État, ministre de la Défense, dans la région du Tchologo, dernière régionale et municipale, avec plus de 98% au suffrage, démontre tout simplement un souhait du respect du programme qu'a proposé ce candidat, à savoir M. Téné Birahima Ouattara. Nous allons parler de son installation, désormais, depuis qu'il a été élu, réélu, président de cette région du Tchologo. Le président de la région du Tchologo, le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, qui a été brillamment réélu, a été officiellement installé à la tête de la région, afin de poursuivre le développement de cette région de Côte d'Ivoire, le Tchologo. Son élection est la preuve que les populations, ses compatriotes, sont satisfaits de son programme, de ce qu'il évoque et qu'il ensuite réalise. Et ils souhaitent la continuité de ce travail par leur président, désormais réélu, le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, son Excellence Téné Birahima Ouattara. Reportage Charlotte Abdoulaye.
Le ministre de la Défense, M. Tene Birahima Ouattara, est officiellement installé à la tête du conseil régional du Tchologo. La cérémonie s'est déroulée dans la salle de réunion de la préfecture de Ferkessé-Dougou. Il sera secondé par 55 conseillers régionaux, parmi lesquels 5 vice-présidents. En tant que responsable des collectivités décentralisées, sa mission première est de penser, concevoir et mettre en œuvre les grandes actions de développement de la région du Tchologo, responsabilité soulignée par monsieur le préfet de région. Apporter le sourire, le bonheur aux populations de la région du Tchologo, tout en améliorant leurs conditions de vie. Le conseil régional n'a pas de couleur politique. C'est un outil de développement et nous avons été élus pour aider l'administration à aider nos parents du Tchologo et c'est ce que nous proposons de faire. Les enjeux de développement de la région du Tchologo sont connus. Il y a entre autres la santé, l'éducation, les emplois, les routes, l'électricité et de l'eau pour tous. Désormais, doit-on se poser vraiment la question sur la démocratie en Afrique ? Doit-on se demander s'il ne faille pas porter une réflexion systématique sur la manière à nous autres Africains de faire la démocratie? Ces questions, j'en ai lancé un peu comme un cheveu dans la soupe il y a plus de 20 ans sur un grand média européen à destination du continent africain. J'avais paru comme quelqu'un sorti d'une autre planète. Aujourd'hui, cela se vérifie un tant soit peu. Notons l'absence significative des pays membres de l'ONU au sein du Conseil de sécurité, alors que ces pays ne sont qu'au nombre de 5. L'absence de ces chefs d'État, à savoir de la France, de la Chine, du Royaume-Uni, de la Russie. Seul le président Joe Biden, membre du Conseil de sécurité, est présent en ce moment aux États-Unis, dans son pays. Est-ce la fin de cette organisation mondiale? La question se pose. Par contre, le président ukrainien est bel et bien présent à New York. Doit-on véritablement se poser la question de savoir si nous sommes sur la bonne voie ou sur la mauvaise voie avec tous ces mouvements politiques? Voilà que quelqu'un qui a été cité par son mérite, par sa façon de faire, et dont le pays a été mis plusieurs fois en exergue, est celui-là même qui déclenche ce qu'on peut appeler comme un coup de tonnerre. Avant de citer ce pays qui n'est autre que le Rwanda, on se pose la question si vraiment l'Afrique a le droit par mimétisme de faire de la démocratie à l'européenne. Notre Afrique dont le peuple a besoin de tout, des routes, de l'eau potable, des hôpitaux, du travail, des écoles, des universités. Bref, en Afrique, on a besoin de tout, dans tous les villages, dans toutes les villes et tout pays confondu. 2 questions se posent. La première, les pays européens ont-ils les mêmes problèmes que nos pays africains? La seconde, peut-on en Afrique faire l'apologie des 2 mandats? À cette question, nous avons un coup de tonnerre. Le président rwandais Paul Kagame a décidé de se présenter pour un 4e mandat dans son pays, le Rwanda. Mais alors, fait étonnant, avec l'adhésion et la confiance que lui portent tous les Rwandais, ne pouvons pas nous dire qu'enfin les Africains comprennent qu'il vaille mieux sanctionner dans les urnes certains de nos leaders qui ne font pas ou ne respectent pas leur programme, au lieu de penser simplement à faire toute une politique sur le nombre de mandats imposés. Ceci mérite une méditation. Le Rwanda, Raoul Sonkwe. L'Afrique a-t-elle définitivement tourné le dos à la pratique de 2 mandats? Le président du Rwanda, son Excellence Paul Kagame, a annoncé pour la première fois dans une interview accordée à un magazine international et publiée le 19 septembre 2023 sa candidature pour un 4e mandat à l'élection présidentielle de la République du Rwanda, prévue en août 2024. « Je suis heureux de la confiance que les Rwandais me témoignent. Je les servirai toujours tant que je pourrai. Oui, je suis bel et bien candidat », a indiqué Kagame, réélu avec 99,8% des voix en avril dernier à la tête de son parti, le Front patriotique rwandais. Une annonce qui n'est d'ailleurs pas surprenante pour beaucoup de Rwandais et d'observateurs politiques. Au regard de ce que la réforme soumise au vote prévoit que Paul Kagame pourra briguer à nouveau la présidence de la République rwandaise après la fin de son mandat de 7 ans en 2017. Le texte lui permettrait en théorie de demeurer à la tête de l'État rwandais jusqu'en 2034. Le président sortant étant autorisé à briguer un nouveau mandat de 7 ans, puis 2 mandats de 5 ans
par la suite. Élu en 2003, réélu en 2010, en 2015 par référendum, puis en 2017 avec plus de 90% des voix, Son Excellence Paul Kagame est au pouvoir au Rwanda depuis que sa rébellion du Front patriotique rwandais a mis fin au génocide de 1994. Le Gabon où tout roule, comme si c'était un moteur huilé d'une Rolls-Royce. Tout se passe en merveille au Gabon et ça frise l'admiration et surtout un regard étonné de tous qui sont de l'Hexagone du Nord. Au Gabon, le nouveau gouvernement gabonais du Premier ministre Raymond Donsima, qui d'ailleurs prend part à la 78e session générale de l'ONU à New York, ce gouvernement est passé au peigne fin de Raoul Sanko de Sinen, qui nous parle aussi de la première visite du chef d'État gabonais dans une caserne des hommes au béret vert, du groupement d'intervention parachutiste, le GR. Le général Brice Clotaire Oligingema a tenu personnellement à marquer symboliquement cette visite auprès des bérets verts de la GR, à savoir la garde républicaine gabonaise. Reportage Raoul Sankoué. Le gouvernement représentatif est particulier de par son Premier ministre Raymond Donsima, qui lui a été Premier ministre du 27 février 2012 au 24 janvier 2014 sous le régime Ali Bongo Ondimba. Son passage à la tête de l'administration gabonaise reste marqué par sa régularisation de plusieurs situations administratives, notamment le paiement des rappels des soldes de nombreux fonctionnaires. Pour un bon nombre de Gabonais, M. Raymond Donsima, économiste de formation, est l'homme de la situation. Dans ce gouvernement, la diaspora gabonaise est représentée. Parmi eux, l'économiste Mé Mouissi, jusqu'ici, vivait en France. Il est réputé pour la qualité de ses analyses sur l'économie gabonaise. Sa nomination au ministère de l'économie a été largement saluée par un bon nombre de Gabonais comme étant le seul homme de la situation à la place qu'il faut. Surtout quand on sait la situation actuelle de l'économie du Gabon et les indicateurs macroéconomiques peu rassurants. Au ministère des Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication, porte-parole du gouvernement, on retrouve Madame Laurence Don, ancienne militante du PDG, qui depuis la France était devenue une activiste contre le régime d'Ali Bongo Ondimba. Réputée pour sa verve, elle pourra mieux porter la voix du gouvernement de transition. En plus de ces Gabonais de la diaspora, d'autres nominations telles que M. Marcel Abeke au ministère du Pétrole, ancien administrateur, directeur général du groupe Comilog. Il a aussi été directeur exécutif chargé du développement du groupe minier français Eramet en Afrique. M. Marcel Abeke, jusqu'à sa nomination, était haut-commissaire de la République. Au ministère de la Justice, garde des Sceaux, jusqu'à sa nomination, opposé au président déchu, M. Paul-Marie Gondjout, devra passer de la critique à l'action pour asseoir l'indépendance de la justice gabonaise et améliorer les conditions de vie et de travail des magistrats. Dans ce nouveau gouvernement de transition, on retrouve quelques ministres de l'ancien gouvernement. Entre autres, Mme Camélia Toutoumé-Leclerc reste au ministère de l'Éducation nationale, chargé de la formation civique. M. Raphaël Gazouzé, précédemment ministre de la formation professionnelle sous l'ère Ali Bongo Ondimba, est désormais ministre de la fonction publique et du renforcement des capacités. Le gouvernement du Premier ministre M. Raymond Donsima concilie force et expérience. De l'autre côté, son Excellence Brice Clotaire Oligingema, président de la transition, chef de l'État, a visité le groupement d'intervention parachutiste de la garde républicaine. Accueilli avec honneur par les éléments du groupement d'intervention parachutiste de la garde républicaine, le président de la transition du Gabon, son Excellence Brice Clotaire Oligingema, a procédé à la revue des troupes. Officiers généraux, officiers supérieurs, sous-officiers et bien d'autres ont répondu présents à ce déplacement dans une caserne qui jusqu'ici demeure la toute première caserne visitée par le président de transition, son Excellence Brice Clotaire Oligingema, depuis son investiture à la tête de l'État du Gabon, le 4 septembre 2023. Il s'agit ici d'une journée symbolique avec les hommes du béret vert, du groupement d'intervention parachutiste de la garde républicaine et leurs frères d'armes des forces de défense et de sécurité de la garde républicaine ayant joué un rôle remarquable dans le processus de transition et de restauration des institutions gabonaises du 30 août 2023. Avec cette visite du président de transition, ces forces de sécurité sont plus que jamais engagées
a œuvré davantage aux côtés de son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema pour que les intérêts de tous les Gabonais soient préservés. Une prière pour la renaissance et le développement du Gabon a été dite par l'aumônier de la garde républicaine. Après le Gabon, nous allons faire un petit tour en Angleterre où quelque chose a marqué toute l'équipe de rédaction qui était réunie, à truffer, à regarder, à voir quels sujets me seront proposés pour cette édition du Constier Carl-Week News. Ils sont rentrés un peu 4 ans en arrière parce qu'ils ont été touchés dans leur ego. Quand on parle d'immigration vers l'Europe, l'Afrique est toujours indexée à travers ceux des nôtres qui prennent la mer, qui prennent le désert. Mais on oublie que cette immigration touche aussi nombreuses nationalités. Elle va avoir un élément qui frise d'ailleurs, je dirais, l'inconscience, pour ne pas dire l'insouciance, un élément macabre. Et là, pour une fois, l'Afrique n'est pas citée. Âme sensible, s'abstenir. Reportage Charlotte Abdoulaye. 23 octobre 2019, 23 octobre 2023, 4 ans déjà sont passés après la découverte du drame du camion de la mort avec 39 cadavres. En effet, ces personnes rêvaient tous d'Angleterre, mais la route va s'achever là, à une trentaine de kilomètres de Londres. Les policiers britanniques vont découvrir 39 cadavres à l'intérieur de ce camion frigorifique. Un nouveau drame du trafic d'êtres humains qui va provoquer une nouvelle vague d'émotions et de tristesse. Je suis complètement dévastée que ça ait pu arriver, surtout dans ce quartier. Ma mère travaille au bout de cette rue, mon père de l'autre côté, donc je suis souvent par ici. Ils ont droit à la dignité. Ils méritent qu'on vienne leur rendre hommage. C'est pour ça que je suis venue déposer des fleurs pour eux aujourd'hui. Pour préserver la dignité des victimes, le camion va être placé dans un lieu sécurisé. C'est dans ce hangar, à l'abri des regards, que les corps vont être extraits et que l'identification des corps va démarrer. Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait de 31 hommes et 8 femmes, possiblement d'origine chinoise. Aussitôt, les représentants de l'ambassade de Chine vont être dépêchés sur les lieux. L'enquête va s'annoncer longue. Un peu avant 1h40 ce mercredi, la police a été informée que de nombreuses personnes avaient été découvertes dans une remorque de camion dans la zone industrielle de Grays. Les services d'urgence sont intervenus, mais ils n'ont rien pu faire pour secourir les 39 personnes qui sont mortes. Une enquête pour meurtre va être ouverte. Le conducteur du camion, un jeune homme de 25 ans d'origine irlandaise, va être arrêté et placé en garde à vue. Il sera entré sur le territoire anglais via Dublin le 20 octobre 2019 avant de rejoindre le pont de Purfleet en région londonienne. Mais le conteneur, lui, serait parti de Belgique le 22 octobre 2019, la veille de la découverte macabre. Une question taraude les esprits, celle de savoir si les migrants étaient déjà à bord du camion vivant. Impossible de le savoir. Selon les autorités, 4000 remorques transitent sur cette voie chaque jour. Il y a des policiers qui patrouillent avec des chiens. S'ils sentent quelque chose à n'importe quel moment, on peut ouvrir les camions. Si au scanner on aperçoit quelque chose de chaud dans la remorque, on peut ouvrir. Mais avec un conteneur aussi hermétique, tout est si froid, ce n'est pas possible de savoir. Dans la nuit du mardi à mercredi vers minuit et demi, le conteneur est débarqué à Purfleet. À 1h du matin, le chauffeur le récupère. Ce n'est que 35 minutes plus tard que les corps vont être remarqués par les ambulanciers de la zone industrielle voisine. L'annonce de la découverte va susciter de l'émoi jusqu'au Parlement britannique. Toute la Chambre est choquée par l'atroce nouvelle de la découverte de 39 corps dans un conteneur de camion dans l'Essex. C'est une tragédie inimaginable. Nous avons le cœur brisé. Nos pensées et prières vont aux victimes et à leurs proches. Peut-on un instant imaginer ce que ça a pu être pour ces 39 personnes, évidemment dans une situation dangereuse, dont la vie s'est arrêtée, suffoquant à mort à l'intérieur d'un conteneur? C'est une épouvantable tragédie qui s'est déroulée dans notre pays. Et il faut absolument que nous comprenions ce qui s'est passé. L'Angleterre sera d'autant plus choquée puisqu'elle avait déjà vécu un drame similaire. C'était en 2000 où 59 ressortissants chinois avaient été retrouvés morts entassés dans un camion. Le chauffeur avait été condamné à 14 ans de prison. Les quelques membres du réseau de passeurs interpellés avaient, eux, écopé au maximum de 6 ans de réclusion criminelle. Après cet élément macabre qui n'est pas de toute gaieté, et pour l'équipe de rédaction, et pour tous, et même vous qui avez regardé cet élément, il est important aujourd'hui de dire simplement à tous nos leaders,
à tout ce qui dirige nos pays dans le monde de favoriser un peu les mouvements de peuple pour qu'ensemble nous puissions profiter de ce bonheur, le bonheur pour tous. Nous allons quitter un tant soit peu cet élément macabre pour parler de la visite qu'a effectuée le président de la transition tchadienne, chef de l'État, son Excellence Mohamed Idriss Déby Itno, du côté des Émirats Arabes Unis. Reportage, Charlotte Abdoulaye. Le président de transition, président de la République du Tchad, chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, est accueilli au pied de son avion à l'aéroport présidentiel d'Abu Dhabi par le ministre émirati de la Justice, Abdullah bin Sultan bin Awad Al Nuaimi. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad auprès des Émirats Arabes Unis, Kedala Younous Hamidi, ainsi que le personnel de la représentation diplomatique tchadienne étaient également de l'accueil. Conformément aux us et coutumes protocolaires du pays hôte, le président de la République a eu droit, pour la circonstance, à une haie d'honneur à sa descente d'avion. Le rituel protocolaire fini, le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, et le ministre émirati de la Justice, Abdullah bin Sultan bin Awad Al Nuaimi, se retirent au salon d'honneur où ils ont eu une brève discussion sur la coopération bilatérale avec en toile de fond un briefing sur l'agenda du président de la République à Abu Dhabi. L'entretien terminé, le général Mohamed Idriss Déby Itno est conduit au palais présidentiel appelé communément Qasr Al-Watan, qui signifie littéralement Palais de la Nation, où l'attendait son homologue, le président des Émirats Arabes Unis et émir d'Abu Dhabi, son Altesse Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Un tour d'horizon de la riche et fructueuse coopération bilatérale est en fait en cours des échanges qui ont duré 2 heures. En juin de cette année, 5 accords de coopération ont été signés à Abu Dhabi entre le Tchad et les Émirats Arabes Unis. C'est à l'issue de la visite d'amitié et de travail qu'avait effectué le chef de l'État en terre émirati. Aussi, tous les points restés en suspens au cours des discussions précédentes ont-ils été approfondis et les angles arrondis. Le général Mohamed Idriss Déby Itno a rendu un vibrant hommage au président émirati son Altesse Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan pour son appui multiforme en faveur du Tchad. En séjour à Abu Dhabi, le président de transition a inscrit dans son agenda une rencontre bilatérale avec le président de la République fédérale du Nigeria, son Excellence Bola Ahmed Tinubu. Ce qui fut fait. Les 2 hommes d'État échangent essentiellement sur la coopération bilatérale et la situation sécuritaire aux confins du lac Tchad. Aussi, en leur qualité respective de président en exercice de la Commission du bassin du lac Tchad et de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ils ont passé en revue certains foyers de tension qui continuent de troubler la paix et la quiétude sociale au sein de ces 2 entités communautaires et explorer ensemble les voies et moyens de les régler pacifiquement. Comme à son arrivée, le président de transition, président de la République du Tchad, chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, est raccompagné avec la même chaleur par le ministre de la Justice avec le même enthousiasme. Nous quittons comme ça un temps soit peu les Émirats Arabes Unis et nous souhaitons un bon séjour au président de la transition et surtout de ramener de nombreux contrats pour son pays, le Tchad. La Guinée équatoriale a reçu à grande pompe le président de la transition, chef de l'État gabonais, son Excellence le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Le président Théodoro Obiang Nguema a reçu son homologue et frère gabonais. Dans ce pays d'expression lusophone, le chef de l'État gabonais a effectué un séjour d'amitié et de travail en Guinée équatoriale. C'est en compagnie de son épouse et surtout d'une forte délégation des membres nouveaux nommés à des postes au Gabon que le général Brice Clotaire Oligui Nguema a été reçu à Malabo. Reportage Charlotte Abdoulaye. L'acte majeur de ce séjour de travail et d'amitié à Malabo est la rencontre au palais présidentiel de Malabo des 2 hommes d'État. Le général Brice Oligui Nguema, président de la transition au Gabon, et son épouse ont été accueillis au perron du palais Africa par le couple présidentiel équato-guinéen. Conformément aux us et coutumes protocolaires du pays hôte, le couple présidentiel gabonais a eu droit à une remise de bouquets de fleurs, tapis rouge, honneurs militaires, hymnes nationaux et présentation des corps constitués. Tous les éléments dignes d'une rencontre solennelle étaient réunis pour accueillir le couple présidentiel gabonais en Guinée équatoriale. Après un tête-à-tête entre les 2 chefs d'État, où le général Brice Oligui Nguema et son homologue de Guinée équatoriale, son Excellence Théodoro Obiang Nguema Mbazogo, se sont entretenus autour des questions de développement
S'en est suivi une rencontre élargie entre les deux délégations, rencontre qui a permis d'examiner les questions d'intérêt commun et les questions concernant les espaces communautaires et de la communauté économique des États de l'Afrique centrale et la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale face aux enjeux du moment. Aujourd'hui, c'est une nouvelle page, une nouvelle ère qui s'ouvre pour le Gabon. Et nous pouvons. On a besoin de la Guinée équatoriale à nos côtés pour pouvoir avancer, pour travailler ensemble, pour mettre cette coopération sous le design que nous avons déjà entrepris, à travers les accords que nous avons déjà redynamisés, et les fortifier pour qu'ils deviennent solides, parce que nos peuples en ont besoin. Et quand je dis nos peuples, c'est parce qu'on a pratiquement la même culture. Nous partageons une frontière qui nous est commune. Et c'est dans cet intérêt que les conseils du doyen qu'il a pu me prodiguer, je prends acte et je les prends en compte pour la réussite de nos transitions. Le général Brice Oligui Nguema, président de transition au Gabon, a tenu à prendre conseil auprès du doyen, son excellent Théodoro Obiang Nguema Bazogo, président de la République de Guinée équatoriale, pour la réussite de cette noble mission au service de la nation gabonaise. La rencontre de Malabo a permis aux deux chefs d'État de réaffirmer la volonté commune d'insuffler plus de dynamisme à la consolidation des liens d'amitié et de coopération entre le Gabon et la Guinée équatoriale. Tant qu'il n'y a pas de sang qui coule, nous les Africains, nous sommes heureux. Le sang ne doit plus couler dans nos pays africains. Ça a été le vœu de nos pères de l'indépendance en Afrique et nous devons tout faire pour préserver ce vœu. On se retrouve juste après la réclame. Qui n'aime pas manger le poulet? Le poulet est un des aliments les plus vendus dans le monde. Nous, on aime bien manger le poulet braisé. On aime bien ce poulet, sous toutes ses formes, en kidjenu et autres. Malheureusement, la filière poulet, l'un des aliments les plus consommés dans le monde, est très prisé en Côte d'Ivoire, subit la crise mondiale de l'aliment, qui menace aussi ce business de la volaille en Côte d'Ivoire. Reportage Raoul Sankoué. En forte hausse depuis quelques années, la production de la volaille fait face à une crise récurrente, un véritable péril qui plane ainsi sur l'activité. La ferme de Ahmed Koné est située à la lisière de Benjerville. Il vient de finir la tournée de ses enclos. Le sujet faisait déjà 171 grammes. À l'arrivée, il pesait 40 grammes. D'accord. Et l'aliment? Qu'est-ce que tu penses de l'aliment? Moi, on prend depuis le premier jour. Okay. Ils étaient pratiquement à 5 grammes. Aujourd'hui, on se retrouve pratiquement à un sac par jour. C'est-à-dire c'est 1 kilogramme. C'est-à-dire la consommation d'aliments évolue bien. Ahmed Koné est pointilleux sur l'alimentation et le poids de ses poussins. En ce moment, parce qu'il traverse des difficultés liées à la flambée des prix qui sont hors de portée pour la grande majorité d'agriculteurs. L'aliment, il est disponible, mais il est cher. Il est cher parce que le prix de tous les intrants ont flambé, que ce soit le maïs, que ce soit le soja, que ce soit tous les concentrés, les prémices, tout a flambé. On pouvait produire un poussin comme ça jusqu'à terme à tout au plus 1200, 1300 francs jusqu'à ce qu'il atteigne la maturité. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une réalité où il faut débourser près de 1800. Sur le coup, cette conséquence entraîne directement la réduction de la production de la ferme. En plein temps, on doit remplir tous les bâtiments. Nous avons 4 bâtiments de 3000. Ça va faire 12 000. Avec la situation mondiale actuelle, c'est un peu compliqué. Pour l'instant, on arrive à produire 3000. Ahmed Koné reste serein. Avec sa gestion mesurée des aliments de ses poussins, la disponibilité des aliments pour l'élevage, le maïs, l'un des aliments essentiels dans la préparation des aliments. Le soja ou la farine de poisson sont hors de prix pour une grande majorité d'agriculteurs. Si nous comparons l'évolution des prix du maïs et du soja depuis environ 1 an et demi, nous sommes passés d'une moyenne de, je dirais, 100 à 135 francs pour le maïs
à 300 à 320 francs. Pour le soja, nous sommes passés de pratiquement 300 francs à 430 francs. Donc vous voyez que les deux principaux intrants, donc qui sont le maïs et le soja, ont explosé. À côté de ces intrants, vous avez le son de blé qui représente, après ces deux matières premières, environ 10% d'incorporation dans l'aliment. Le son de blé est passé pratiquement de 100 à 140 francs. À côté de ça, tous les autres prix ont augmenté. Ce qui fait que l'aliment est passé, je dirais, entre de 10 à 12 000 francs le sac à pratiquement 18 000 francs le sac. Il n'y a pas que des fermiers qui sont affectés. Les revendeurs de volailles au marché de Trècheville font également face à des frais additionnels. Un exemple, j'envoie 600 poulets pour vendre en 2 jours. Par rapport au lancement du marché, les 100 poulets ont fait 4 jours avec moi. Il faut que je les nourrisse. Donc je peux lâcher au moins 1 ou 2 sacs d'aliments pour les donner. Donc ça nous fait encore d'autres dépenses supplémentaires encore. Le contre-coup est directement impacté sur le prix. Il y a beaucoup d'éleveurs qui n'ont pas assez de moyens, qui ont arrêté de faire l'élevage. Avant, on prenait les poulets en bouche 1800, 1900. Mais aujourd'hui, on est passé à 2000 minimum, sur 2100 francs à 2200. Donc, ce qui veut que nous aussi, sur les marchés, le prix en gros aussi est monté à 2300, maximum 2400. Bon, les revendeurs aussi vendent ça à 3000, 2800. Le gouvernement a pour mission d'atteindre une production de 200 000 tonnes de viande et de 3,37 milliards d'unités d'autres consommations. Il n'y aura pas de pénurie de poulet. Nous allons connaître des difficultés parce qu'effectivement, l'activité qui se menait de façon régulière sur toute l'année va prendre des contre-coups. Et c'est des contre-coups qui vont exiger l'augmentation des volumes à une certaine période. Donc, de façon globale, nous allons avoir une augmentation de la production nationale. Au sujet de la crise de la volaille, le gouvernement s'est engagé dans un projet qui devrait soulager les aviculteurs. Nous avions anticipé dans le plan stratégique deuxième génération, nous avons parlé de créer un réseau de silos pour le stockage de maïs pour un volume total de stockage de 420 000 tonnes. Ce qui va nous permettre donc de faire face à des moments de pénurie et surtout de faire face à la qualité du maïs. Une solution qui vient s'ajouter à d'autres solutions fortes, telles que l'instauration d'un prélèvement compensatoire pour neutraliser les effets des subventions à l'exportation. Cannes 2023, dont l'ouverture se fera en grande pompe le 13 janvier 2024 en Côte d'Ivoire. La jeunesse, qui est devenue une obsession pour tous les pays africains. La Côte d'Ivoire en a d'ailleurs fait l'année de la jeunesse, l'année 2023, année de la jeunesse. Pour en parler, et de la Cannes, et de la jeunesse un tout petit peu, nous avons repris dans nos archives une interview que nous avons réalisée il y a plus de 4 ans avec un Africain de la diaspora américaine. C'est l'heure du grand format. Notre invité n'est autre que M. Ben Modo, d'origine camerounaise, vivant à New York et faisant partie de la diaspora camerounaise des États-Unis. M. Ben Modo, PDG de Prime Potomac, une entreprise qui a construit les 4 stades d'entraînement de la ville de Garoua. Cette ville située dans le nord du Cameroun, une zone au climat sahélien. Il nous parle de ce gazon qui est un des meilleurs et sur lequel se déroule la Coupe du monde de football. Il parle aussi de la jeunesse africaine et de l'avenir et surtout attire l'attention de certains concitoyens dans le jugement de leur leader. Monsieur Ben Modo, PDG de Prime Potomac, cette entreprise aujourd'hui qui devait répandre à travers l'Afrique son expertise, est l'invité du grand format. Vous avez décrié dans certains journaux, vous avez parlé pas vraiment de complot mais de sabotage. Alors croyez-vous à un complot ou à un sabotage extérieur ou intérieur pour faire échouer la CAN 2019 au Cameroun? Ce que je pense, c'est que très vite, il y a eu des politiciens camerounais qui ont fait le calcul que si ceux qui avaient la charge de certaines choses réussissaient à donner au Cameroun cette CAN, pour eux, ce ne serait pas une bonne affaire politique. Alors moi, la question qui me plaît le plus, parce que je ne suis pas très amateur de foot, j'aime bien regarder les grands matchs, c'est la question sur le gazon, le fameux gazon appelé le Bermuda.
Alors, vous avez importé l'une des plus belles pelouses au monde, le Bermuda. Pourquoi le choix de cette pelouse, qui est celle des stades dans lesquels se sont jouées les 9 dernières finales de la Coupe du Monde? Vous l'avez ramené pour les 4 stades d'entraînement, comme d'ailleurs les téléspectateurs regardent en ce moment, c'est Boeing 747 de la compagnie Centurion Cargo, parti directement de Miami, aux États-Unis, dans la Floride, et pour atterrir à Garoua. Et vous n'avez pas voulu communiquer sur la provenance de ces gazons. Ces gazons qui seront mis, et qui sont déjà d'ailleurs mis, comme les téléspectateurs regardent aussi, déjà à ce jour du 10 décembre, les 4 stades dont vous êtes en charge ont déjà ce gazon, le Bermuda, installé. En plus, les Camerounais ne savaient pas que vous aviez déjà fait venir ce gazon depuis le mois de mars, précisément depuis le 3 mars 2018. Pourquoi l'avoir fait si tôt? Vous avez sûrement une raison que nombreux ne savent pas. Et pourquoi le choix de ce gazon, le Bermuda, qui est considéré comme le gazon top, niveau top level? Nous avons toujours été dans une logique de mettre toutes les chances du côté du Cameroun dans la livraison de ces infrastructures. Il fallait donc faire venir ce gazon au Cameroun. Il fallait savoir, parce que ça c'est une première expérience que nous faisons. Personne n'avait jamais fait du Bermuda en Afrique noire. Lorsque nous allons pour faire cette expérience, nous voulons nous donner une marge de manœuvre. Donc ils étaient surpris, ceux qui fabriquent le Bermuda. Exactement, j'en ai d'ailleurs discuté avec eux. Essayer de leur dire, écoutez, nous avons fait une demande au département de l'agriculture. Le département de l'agriculture des États-Unis nous a dit que pour de certaines zones, et pour le climat des Garoua, la chose qu'il fallait faire, pour le climat de la zone tropicale, notamment dans la bande de Garoua, ce qu'il fallait, le gazon qu'il fallait utiliser là-bas, c'était du Bermuda. Il y a plusieurs types de Bermuda. Et ils nous ont dit, premier choix, Bermuda, deuxième choix, Bermuda, troisième choix, Bermuda. Il y a le Bermuda Tifway, il y a le Bermuda Princess, ainsi de suite, les différents types de Bermuda. C'est le Tifway, et c'est le Tifway qui est à Garoua. Je pense que l'opportunité ici, est-ce que les autres stades ont commandé ce type de gazon? Bon, là, nous ne savons pas si les autres stades ont... Est-ce qu'à ce jour, 10 décembre, les stades, les grands stades, ont déjà importé leur gazon? D'une discussion, faites-nous une discussion. Je n'en ai pas vu, mais c'est une question que l'entreprise en charge des travaux devra répondre. Il faut environ 8 mois pour qu'on puisse jouer sur du gazon. Parce que certains de ces stades avaient des pépinières. C'est ça. Donc, ce n'est pas directement sur le stade, mais c'est à côté du stade. On prend une aire de, je sais pas, une surface, et on met du gazon là-dessus, et on laisse passer les 8 mois. De sorte que, au moment où on viendra mettre le gazon dans le stade principal, on coupe, ça devient comme des rouleaux, et puis on vient étaler. C'est quelque chose que je pense que peut-être là où le Cameroun a péché, c'était de n'avoir pas expliqué cela à la CAF, faire comprendre à la CAF qu'en réalité, si vous ne voyez pas le gazon ici, il est là-bas en pépinière, et le moment venu, il partira de là pour le stade. Alors, nous avons recruté à Garoua un peu plus de 5000 employés. Non. 5000 employés, 5000 Camerounais employés pour nos projets. Et nous ne voulons pas mâcher nos mots en disant que nous mettons au défi n'importe quelle autre société de cette canne, quel que soit son budget, d'avoir recruté autant et aussi bien que nous l'avons fait. Je vais vous faire une autre confidence. Le design de nos stades et de nos hôtels a été fait par des Camerounais, des ingénieurs, des architectes camerounais. Nous en avons plus d'une cinquantaine, soixantaine d'ingénieurs et d'architectes camerounais. Pourquoi? Aux États-Unis, nous avons une exigence. Lorsque les États-Unis, l'un des critères pour supporter un projet, par exemple, est pour les États-Unis que
que ce projet crée de l'emploi dans la communauté dans laquelle ce projet se trouve. Il était donc question pour nous de créer cet emploi et de faire en sorte que les choses se passent normalement. On profite encore pour montrer comme ça à tous les téléspectateurs camerounais, regardez, c'était le 3 mars à l'aéroport de Garoua, des gros porteurs américains, avec des commandants de bord américains, avec un service spécial qui livre le gazon appelé le Bermuda, ce gazon que plusieurs amateurs professionnels de foot connaissent bien, parce que c'est le gazon utilisé dans les stades qui ont abrité les 9 dernières finales de la Coupe du Monde. Alors, la société Prime Potomac a décidé de ramener ce gazon, alors que cette société n'est en charge de la réalisation de 4 stades d'entraînement. Voilà, de très beaux gazons, provenance USA, la marque, le Bermuda. C'est un nom que j'aime beaucoup, Monsieur Benmodo. Nous allons arriver comme ça à la fin de la première partie de notre émission, mais j'aimerais aussi savoir, et surtout les téléspectateurs, c'est quand même lourd d'expliquer ça, c'est quand même lourd de conséquences d'expliquer qu'il y aurait eu un sabotage. Je vais vous donner un autre exemple. Lorsque nous faisons venir notre gazon, le Bermuda, en mars, nous avons une fenêtre de 48 heures pour le mettre directement sur nos pelouses. Nous nous apprêtons à faire en sorte que le transfert se passe de manière rapide. Et au moment où nous nous apprêtons, déjà vers le Bermuda à Garoua, nous recevons une lettre qui nous dit « Écoutez, vous ne pouvez pas commencer à travailler sur ce gazon parce que nous avons besoin de créer une commission nationale qui va venir inspecter, vous dire ce qu'il faut faire et tout et tout. » Je veux noter ici que 9 mois plus tard, Consti, cette commission ne s'est jamais rassemblée une seule fois. Pourtant, lorsque vous regardez la chose, si il nous avait même été permis à cette époque de mettre notre gazon directement sur le terrain, il se porterait même encore beaucoup mieux que maintenant. Donc l'avion arrive généralement le matin, autour de 8h, 9h. Nous avons un déchargement qui prend à peu près 4 heures. Et généralement, dans l'après-midi, l'avion est reparti aux États-Unis. Monsieur Benmodo, tout en vous remerciant, on n'arrêtera pas de vous remercier. Avec tout ce chahut, avec tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est raconté, vrai ou faux, maintenant les Camerounais connaissent votre part de vérité. La question que je veux vous poser est de savoir, que pensez-vous du président Paul Biya? Le président de la République, le président Paul Biya, et c'est un peu plus tard qu'on comprendra cela. C'est un peu plus tard qu'on comprendra que nous avions la chance, dans un pays comme le Cameroun, d'avoir quelqu'un de visionnaire qui n'a peut-être pas été suivi à sa juste valeur. Je vais vous dire pourquoi je le dis. Prenons un domaine anodin, simple, comme Internet. Vous savez, des pays comme l'Inde ont construit des économies sur le numérique. Et vous avez dans un pays comme le Cameroun, un président de la République, le président Paul Biya, qui décide de donner à 500 000 étudiants l'outil par excellence dont ces étudiants ont besoin pour penser dans le boulevard de l'Internet. Je pense que le problème des collaborateurs, certains collaborateurs du chef de l'État, est que parfois le président va plus vite qu'eux. Vous voyez? Parce que quelque chose comme ce qui s'est passé il y a 1 an ou 2 ans, où on a distribué 500 000 ordinateurs, ne se serait jamais passé de manière aussi anodine que cela. Ça veut dire révolutionner une jeunesse. 500 000 ordinateurs, c'est que vous donnez des ordinateurs à 1 demi-million de jeunes. Le jeune, par essence, c'est quelqu'un qui explore l'avenir. C'est quelqu'un qui a une force de pensée, une capacité de se projeter
Et le président de la République leur dit, voilà, vous avez cette capacité de vous projeter, voici l'outil moderne pour vous projeter dans ce futur. Ça fait que, regardez, si parmi tous ces jeunes qui ont reçu ces ordinateurs, il y a seulement 5% qui, disons, créent des sociétés en ligne, parce qu'il y a une économie numérique. Google, c'est une société en ligne. Facebook, c'est une société en ligne. Pourtant, ce sont des multinationales qui font beaucoup d'argent. Imaginez donc que dans cette population de 500 000 Camerounais, qu'il y ait, ne sont même 5%. Allons à 1%. Ça ferait une création de 5 000 sociétés qui évoluent dans le domaine du numérique, qui est donc sans limite. Ça veut dire que ces sociétés seraient au Cameroun en train de faire de l'argent en dollars. Vous voyez ce que ça peut faire à l'économie du Cameroun? Donc, la vision du chef de l'État d'investir dans cette jeunesse était quelque chose d'exceptionnel. Et l'espoir ici, c'est qu'il y aura quelque part des jeunes, par exemple comme le jeune Arthur Zan, ou comme d'autres jeunes, saisiront la balle au bon, sauront penser et capitaliser sur ces outils qui leur ont été donnés. Pourquoi les dirigeants de la CAF vous ont-ils proposé de vendre votre expertise hors du Cameroun? Bon, les inspecteurs de la CAF ont vu quelque chose d'autre. Et ils ont vu une volonté et une capacité de faire qui était quand même exceptionnelle. Ils ont vu des résultats qui étaient là, ne se sont pas empêchés de nous féliciter publiquement et ont donc suggéré que cette expertise devait être régionalisée pour que d'autres pays africains prennent avantage de cette expertise. Je pense que c'était en réponse à ce qu'ils ont vu. Ils ont proposé quel pays, par exemple? Bon, on nous a parlé de la Côte d'Ivoire, par exemple, mais ce sont des conversations anodines. Donc, entre inspecteurs, ils étaient contents sur le site. Même si après ils ont poignardé dans le dos. Non, je pense pas qu'on peut appeler ça poignard, n'est-ce pas? Mais nous pensons que c'était une décision injuste, parce que la décision la fin du match a été sifflée à la 70e minute. Et je pense que le président de la CAF a eu un dilemme à résoudre. Il a eu un dilemme. C'est que d'un côté, vous voulez travailler avec le Cameroun, de l'autre côté, vous avez des inspecteurs, des financiers, c'est-à-dire les publicitaires, qui vous demandent, parce que c'est quand même une grande compétition, la CAF, la CAN, et qui a des exigences publicitaires. Et certaines choses doivent être calées à un certain moment. On peut comprendre le président de la CAF lorsqu'il dit que bon, lorsque je regarde ma montre, voici ce qui peut être fait. Je peux commencer à gagner de l'argent maintenant en utilisant peut-être un pays qui est prêt. Mais la réalité, c'est que c'était changer les règles du jeu. Donc, nous comprenons le président de la CAF. Nous comprenons qu'il était dans son costume de défense des intérêts de la CAF, mais ce que nous disons, c'est que pour défendre ses intérêts, il a fallu changer les règles du jeu. Nous avons commencé le match en sachant que c'était un match de 90 minutes, mais vous arrivez parce qu'il va pleuvoir et vous sifflez la fin du match à la 70e minute. Que pouvez-vous dire à la jeunesse africaine en général pour la booster à sortir du désespoir qui lui mine le moral? Je pense que le troisième millénaire est le millénaire de l'Afrique. Je pense que la jeunesse africaine a son mot à dire dans les affaires de ce monde. Et le souhait ici, le vœu ici est que cette jeunesse comprenne qu'elle a son mot à dire et qu'elle a la capacité de s'asseoir à la table comme on dit, la table des grands de ce monde, et pour aider ce monde à prendre des décisions qui sont justes. Je vais vous dire quelque chose.
Lorsque, au Rwanda, en 1994, il y a un génocide qui se passe. Ce génocide se passe parce qu'il n'y a pas des personnes avec une fibre africaine à des niveaux très élevés dans le monde capables de défendre les intérêts de l'Afrique. Et je pense que la jeunesse africaine ne devrait pas laisser que quelque chose comme ça se passe encore. Il n'y a personne qui viendra défendre les intérêts de l'Afrique. La jeunesse africaine doit prendre conscience du fait qu'elle a les armes pour lutter d'égal à égal. Elle a la capacité, l'intelligence, la détermination, la force de lutter égal à égal avec toutes les autres jeunesses du monde, et qu'elle prenne donc son destin à main, pas de manière désordonnée, mais de manière cohérente, de manière suivie et de manière déterminée à atteindre ses objectifs. C'est terminé pour ce programme, tout en remerciant Raman Cole, remerciant Teddy Ossé du côté du Gabon et tous qui ont travaillé à la réussite de cette émission. Je suis Consti Eka. Au revoir.